Nous voici arrivés dans la dernière partie du chapitre consacré aux satellites et cette dernière vidéo traitera exclusivement de la deuxième loi de Newton appliquée au mouvement des satellites dans l'approximation circulaire. On va revenir à notre base de Fresnel que nous avons définie dans la vidéo précédente. Rappelez-vous de l'expression de l'accélération tangentielle et normale dans cette base. On se rappelle que ces deux expressions ne sont pas à démontrer mais à retenir par cœur pour des raisons qu'on a expliquées dans la vidéo précédente. Alors maintenant, nous avons ici le Soleil, la Terre en mouvement circulaire autour de lui, l'orbite de la Terre A, qui est donc un cercle, a pour rayon R, et sur la Terre, nous avons les deux vecteurs unitaires tangentiels et normaux de la base de Fresnel. Alors, si je regarde dans l'animation qui est ici, il faut bien sûr se garder à l'esprit que la base de Fresnel tourne avec la Terre. D'accord? On a le vecteur tangentiel qui est ici, le vecteur normal qui est là, dirigé vers le Soleil, et la base de Fresnel tourne avec la Terre elle-même. Alors maintenant, on va revenir à cette illustration en plan fixe, et faisons l'analyse newtonienne classique telle qu'on l'avait faite dans le chapitre précédent. Alors, ça va commencer par quoi? Toujours le référentiel. Dans quel référentiel se place-t-on? Dans quel référentiel est-ce que j'étudie les mouvements de la Terre? Ce référentiel est le référentiel héliocentrique, bien sûr, puisque dans ce référentiel, le Soleil est immobile et la Terre est en mouvement circulaire autour de lui. Il est bien sûr considéré comme galiléen. Deuxième étape, le bilan des forces. Alors, à combien de forces peut être soumise la Terre face au Soleil? Il n'y en a qu'une. C'est laquelle? C'est la force gravitationnelle, bien sûr. Alors, l'expression de cette force, vous l'aviez vue en seconde, c'est Newton qui l'établit à la fin du XVIIe siècle, et décrivons-la rapidement. La Terre est soumise à une force d'attraction de la part du Soleil, qui selon Newton est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. Cette force est un vecteur orienté, comme je l'ai dit, de la Terre vers le Soleil, et ce vecteur est égal à quoi? Alors, il est égal à la constante de gravitation universelle fois le produit des masses des deux astres, masse du Soleil fois masse de la Terre, divisé par le rayon au carré, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux astres, fois le petit vecteur unitaire n. Alors, ce vecteur unitaire n, il est là pour quoi? Il est là pour porter le vecteur force, c'est-à-dire montrer quel est son sens et quelle est sa direction. Ce vecteur étant unitaire, quand j'enlèverai les flèches pour savoir combien vaut cette force, je pourrais enlever ce vecteur puisqu'il vaut 1 en norme. Alors, est-ce qu'il y a une autre force à laquelle la Terre est soumise? Dans l'espace, on peut guère imaginer des frottements. Il peut y avoir éventuellement des perturbations des planètes proches, Mars par exemple, peut-être Jupiter aussi, Vénus, mais ça, ce ne sont que des petites perturbations. On peut rester dans ce qu'on appelle le problème à deux corps. La Terre est sous l'influence essentiellement sous l'influence gravitationnelle du Soleil. Il n'y a donc, comme dans le chapitre précédent, qu'une seule force à laquelle la Terre est soumise. Maintenant qu'on a fait le bilan des forces, on va pouvoir regarder la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton s'exprime de la même manière que dans le chapitre précédent. La somme des forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération. Alors attention ici, il faut bien préciser la masse de qui? C'est pas la masse du Soleil, c'est la masse de la Terre, puisque c'est de la Terre qu'on étudie le mouvement. Somme des forces égale masse fois accélération. Oui, mais cette somme des forces, on a déjà fait le bilan. C'est la force gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur la Terre. Je vais donc maintenant pouvoir égaler ces deux expressions, masse fois accélération égale l'expression ici de la force gravitationnelle. Et je vais donc constater que la masse de la Terre se simplifie des deux côtés de cette expression, vous êtes d'accord? Et je vais avoir maintenant une expression d'accélération. Alors je fais une petite remarque, dans le document que je vous ai mis sur le site en PDF, je l'ai corrigé depuis,
R est marqué petit RT, c'est une erreur de copier-coller que j'avais fait sur le document. Pensez à le corriger à la main. Je vous montrerai tout à l'heure à quel endroit ça se situait. Si vous voyez marqué ici un petit RT, pensez à le remplacer par un grand R. Alors, on se rend compte que la base de la Terre se simplifie dans cette expression. C'est intéressant puisque ça nous dit quoi? Ça nous dit que les mouvements de la Terre sur son orbite ne dépendent pas du tout de sa masse. Ça veut dire que si à la place de la Terre, je mettais une petite plume, eh ben, elle aurait exactement le même mouvement orbital autour du Soleil. Ça doit vous rappeler l'expression qu'on avait écrite dans les lois de Newton sur Terre, hein, dans les trajectoires paraboliques ou de chute libre. Masse fois accélération égale masse fois g, et la masse se simplifiait des deux côtés de l'expression, ce qui voulait dire que la chute libre ne dépendait pas de la masse de l'objet dont on étudie le mouvement. Alors, regardons maintenant l'expression du vecteur accélération et constatons une chose essentielle. D'abord, elle ne dépend pas de la masse de la Terre, on est d'accord? Et autre chose, le vecteur accélération est collinéaire au vecteur normal. Alors ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais être capable de le dessiner, ce vecteur accélération. Il va donc être collinéaire à ce vecteur n, et le voici. Le vecteur accélération est lui aussi dirigé de la Terre vers le Soleil. Alors, il y a un mot que vous devez retenir, c'est que l'accélération de la Terre sur son orbite dans l'approximation circulaire est centripète. C'est ça le mot. Centripète veut dire quoi? Ça veut dire dirigé vers le centre du cercle. Retenez bien ce mot-là. Alors maintenant, une fois qu'on a vu que l'accélération était dirigée vers le Soleil, faisons une petite réflexion autour de notre base de Freinet. Remarquez tout de suite que le vecteur accélération est orthogonal au petit vecteur t qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa projection sur cet axe est nulle. Qu'est-ce que ça signifie encore? C'est-à-dire ici, regardez bien, l'accélération tangentielle qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, nous a dit Freinet, ici, eh bien, elle est nulle. Regardez bien le vecteur accélération qui est ici, sa projection sur l'axe tangentiel est nulle. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tout de suite conclure de ça? C'est que la dérivée de la vitesse de la Terre par rapport au temps est nulle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous l'avez compris, sa vitesse est constante en norme. On va regarder tout ça tout de suite dans l'animation. Et puis, deuxième conséquence, l'accélération normale de la Terre, elle, vaut v carré sur r, c'est donc une constante, puisque v est constante. Et là, on a une expression de l'accélération. L'accélération vaut v carré sur r, puisque son autre composante est nulle. Alors, regardons ce que ça donne dans notre animation. Dessinons d'abord le vecteur accélération qui est ici centripète, dirigé vers la Terre, et dessinons maintenant le vecteur vitesse. On constate en effet que le vecteur vitesse garde toujours la même norme. La Terre garde sa vitesse d'environ 30 km par seconde sur son orbite. Et voilà, on a fait le tour de la question sur cette première partie, c'est-à-dire que on doit être capable de démontrer que dans l'approximation circulaire, le mouvement des satellites autour du Soleil est un cercle, bien sûr, mais est aussi uniforme, c'est-à-dire que la vitesse reste constante. Voilà. Alors ça, cette question, elle apparaîtra dans tous les sujets de bac. Démontrer que la vitesse est constante, ben ça c'est la méthode classique pour y parvenir. Dernière chose à ce sujet, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, vous le voyez, sont orthogonaux entre eux. Il y a bien une accélération, pas parce qu'il y a une variation de la norme de ce vecteur vitesse, mais parce que le vecteur vitesse lui-même est en variation constante puisqu'il tourne. Voilà. Alors, une fois qu'on a passé ce premier obstacle, retournons maintenant dans le document du cours. Dans le document du cours, je fais par écrit toute cette explication que vous reverrez ici. Comme la question est souvent posée dans les exercices, on répète un peu toujours la même chose. Donc prenez ceci comme quelque chose d'un peu systématique comme raisonnement. Alors maintenant, pour finir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand on fait du Newton, on le sait, on veut une expression d'accélération. Pour faire quoi? Quand on était en chute libre, à partir de l'expression d'accélération, on cherchait ensuite par
recherche des primitives, une expression du vecteur vitesse. Alors c'est là que la base de Freinet va être d'une grande aide. Pourquoi? On ne va pas ici faire une recherche de primitives, ce serait trop compliqué. Mais regardez bien, l'accélération, on vient de le voir, comme elle est égale à v carré sur r, j'ai déjà une relation entre l'accélération et la vitesse. Allons plus loin, le norme du vecteur accélération, maintenant je peux me permettre d'enlever les flèches, comme je vous l'explique ici, elle vaut g fois la masse du soleil sur r au carré. J'ai deux expressions d'accélération que je vais pouvoir égaler maintenant. V carré sur r est donc égal à g fois la masse du soleil divisé par le rayon de l'orbite au carré. Je fais passer r de ce côté de l'expression, je mets une grande racine et je trouve l'expression classique de la vitesse d'une planète en orbite autour du soleil, ici même. Et alors, je vous encourage tout de suite, c'est ce que j'ai fait dans le cours, vous l'avez sûrement peut-être déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le, de faire une première application de cette formule classique. L'application que je vous propose de faire, c'est de faire le calcul pour la Terre, par exemple. Pardon, je vais trop haut. Et de montrer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la vitesse de la Terre sur son orbite est à peu près 30 km par seconde. Alors, on a besoin de connaître quoi pour calculer une vitesse? De la masse du Soleil, du rayon de l'orbite de la planète, et de la valeur de la constante de gravitation universelle. Elle n'est bien sûr pas à connaître par cœur et elle est toujours rappelée. On la donne en unité de système international pour aller plus vite. Alors, la masse du Soleil, 2 fois 10 puissance 30 kg. Le rayon de l'orbite, 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1,50 fois 10 puissance 8 km. Il n'y a plus qu'à passer à l'application numérique. Faites attention. Si le rayon est donné en kilomètres, il va falloir ici le convertir en mètres, évidemment, ce que j'ai fait ici. D'accord? Et par contre, la masse du Soleil était donnée en kilogrammes, pas besoin de la convertir. Faites l'application numérique et avec deux chiffres significatifs, on retrouve bien la valeur de la vitesse de la Terre sur son orbite. On a donc, grâce aux lois de Newton, maintenant, la possibilité de calculer la vitesse de n'importe quel satellite si on connaît le rayon de son orbite et la masse du Soleil, c'est-à-dire la masse de l'astre central. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de connaître la masse de la Terre pour connaître sa vitesse, puisqu'elle n'en dépend pas. Dernière étape, si je connais la vitesse d'une planète sur son orbite, je vais pouvoir savoir maintenant, comme cette orbite est un cercle, combien de temps il faut pour faire un tour. Je vais revenir sur l'animation. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ici? Je connais la vitesse de la Terre, 30 km par seconde. Je connais son rayon, 150 millions de kilomètres. Combien de temps va-t-il lui falloir pour faire un tour? C'est l'application que je vous propose de faire dans le cours. Faites l'effort de faire vous-même chaque étape du calcul. Alors, le but du jeu, c'est de faire quoi? Je vais revenir à l'animation. C'est quoi la vitesse de la Terre sur son orbite? Comme la vitesse est constante, on peut dire que c'est la distance sur le temps. La vitesse est la distance divisée par le temps. Quelle distance parcourt-elle quand elle fait un tour complet de son orbite? Elle parcourt le périmètre du cercle, 2π fois r. Et en combien de temps a-t-elle fait un tour? C'est sa période de révolution, c'est ce que je suis en train de chercher. Donc, revenons ici et exprimons la vitesse de la Terre autour du Soleil. Comme la vitesse est constante, c'est la distance pour faire un tour divisée par le temps pour faire un tour. Le périmètre du cercle divisé par la période. Donc, j'échange période et vitesse. La période s'écrit comment? T égale 2π fois r sur v. Ah, ça tombe bien, j'ai déjà une expression de la vitesse que j'avais établie précédemment. Et donc maintenant, je vais la remplacer. Oh, pardon, je vais un peu trop vite. Je vais la remplacer dans cette expression. Donc, je remplace cette valeur de v par la valeur trouvée plus haut. Et là, on tombe sur une expression un petit peu barbare, comme ça, de la période, mais je me rends compte que je vais pouvoir la simplifier. Pourquoi? Parce que r apparaît deux fois ici. Remarquez que r fois racine de r, et ça je vous laisserai le vérifier par vous-même, j'en parle dans le document, ça fait aussi racine de r au cube. Si vous avez besoin des précisions sur cette petite manipulation, regardez bien mon document, mais posez-moi la question par mail si vous voulez. Faites l'effort de faire la simplification et remarquez que l'expression de la période d'une planète, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour faire un tour, elle est égale à 2π fois racine du rayon de son orbite au cube, divisé par la constante de gravitation universelle fois la masse du Soleil.
on peut tout de suite faire une petite application, à la Terre toujours, celle que je vous propose de faire ici, montrer que la période de révolution de la Terre est d'1 an. Alors, essayons de le faire, reprenons l'expression de la période et faisons tout de suite l'application numérique. Attention, le rayon de l'orbite, on doit le convertir en mètres, dans cette expression, tout mètre au cube, divisé par G fois la masse du Soleil, je fais une grande racine, je multiplie par 2π donc, et dans l'application numérique, avec deux chiffres significatifs, vous trouverez 3,2 fois 10 puissance 7 secondes. Il faut 3,2 fois 10 puissance 7 secondes à la Terre pour faire un tour complet de son orbite. Alors évidemment, si ça doit correspondre à une année, je vais faire le calcul du nombre de secondes qu'il y a dans une année. Alors on y va, 60 secondes, d'accord, ici, fois 60, 3600 étant le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, multiplié par 24, le nombre d'heures dans une journée, et multiplié par 365, c'est-à-dire le nombre de jours, arrondi, on est d'accord, puisque c'est 365,25 normalement, de nombre de journées dans une année. Et faites ce calcul et vous allez vous apercevoir que vous allez bien sûr tomber sur cette valeur. Donc on vient de montrer ici que la période de révolution de la Terre sur son orbite est bien d'1 année. Voilà, je fais une dernière remarque d'importance, de grande importance je dirais même, puisqu'on va vérifier une dernière chose. Reprenons l'expression de la période qui est ici. Et regardez bien ce que je vous propose de faire là. On va prendre l'expression de la période qui est là-haut et on va tout mettre au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça donne cette expression qui est ici. T carré est égal à cette grande expression qui est là. Maintenant, faisons passer le r cube qui est ici en dénominateur. Et regardons et contemplons cette expression. Essayons de la décrire en français. La période au carré divisée par le rayon au cube, c'est égal à un nombre. Regardons ce nombre, 4 est une constante, pi est une constante, g est une constante, et la masse du Soleil est constante elle aussi. Je me rends compte ici que T2 sur R3, quelle que soit la planète considérée, donnera toujours le même nombre. Évidemment, cela doit vous rappeler bien sûr notre troisième vidéo et la troisième loi de Kepler, comme je vous l'explique ici. En effet, grâce à Newton, on peut retrouver la troisième loi de Kepler, dans l'approximation circulaire bien sûr, et on lui trouve ici une signification physique. Avec Kepler, le T2 sur R3, vous le rappelez, c'était du tâtonnement, une recherche d'harmonie, comme je vous l'avais dit. Avec Newton, on a un raisonnement physique rigoureux à partir de la deuxième loi, qui non seulement nous permet de retrouver cette loi, mais en plus donner une signification physique à ce nombre. Je vais faire une dernière remarque avant de faire une petite conclusion avec vous. On a fait toute l'étude newtonienne avec le Soleil comme astre central. On est d'accord? Donc, il faut surtout faire attention et ne pas croire que ça marche que dans le système solaire. Ça marche pour tous les systèmes planétaires. C'est pour ça que dans les exercices, on va étudier les satellites de la Terre, les satellites de Saturne, les satellites de Jupiter aussi, et puis il y a aussi les satellites de notre galaxie. Alors je vais vous en montrer d'ailleurs une belle photo que je voulais vous montrer. Voilà. Ici, on a une galaxie, c'est la galaxie d'Andromède. Vous avez 100 milliards d'étoiles qui sont ici. Elles sont toutes en orbite autour du trou noir central qui est à peu près au centre de la galaxie. Là, ici, les lois de Newton s'appliqueraient tout à fait aux 100 milliards d'étoiles qui orbitent autour de ce trou noir central. Mais là, ici, l'astre central ne serait plus le Soleil, mais le trou noir central. Donc, dans les expressions qu'on a montrées tout à l'heure, par exemple ici, je ne sais pas, celle-ci, là on n'aurait plus la masse du Soleil, mais la masse du trou noir central. On a pris l'exemple du système solaire, mais tous les systèmes orbitaux fonctionnent de la même manière du point de vue de Newton. Ça, c'est important à retenir. C'est pour ça que dans les exercices, j'ai pris des exemples bien différents. Voilà, avant de finir cette vidéo qui était un petit peu plus longue que les autres, je vais vous montrer quand même 2-3 images et vous faire une petite galerie de portraits, pas trop longue, je vous rassure. On voit qu'avec Kepler, on a une étude du système solaire qui commence à être un petit peu plus mathématisée que par le passé. Ce qui est déterminant avec Kepler, c'est que bien sûr,
c'est la première étude rigoureuse du mouvement des planètes dans le système héliocentrique. Avec Newton, à la fin du XVIIe siècle, on a une réflexion physique par rapport à une loi physique, la deuxième loi de Newton, appliquée au mouvement des satellites. Euh, je vais vous présenter un autre personnage qui est Madame du Châtelet, dont je vous avais parlé en cours, qui est la personne qui va permettre en France de diffuser les idées newtoniennes. Elles ont du mal à percer au début du XVIIIe siècle, parce que la France est très influencée par les idées de Descartes. Et Madame du Châtelet comprend parfaitement la physique et comprend cette œuvre monumentale de Newton et la traduit de l'anglais. Et il faut savoir que Madame du Châtelet est une amante aussi de Voltaire, et on dit que c'est Voltaire qui a popularisé au siècle des Lumières les idées de Newton, mais c'est Madame du Châtelet qui fait tout le travail de compréhension et de traduction des œuvres de Newton, et qui vont permettre de les diffuser en France. Je vais vous montrer un autre personnage important, qui est Urbain Le Verrier, qui est un astronome du 19e siècle. Alors il se trouve qu'en 1850, Urbain Le Verrier observe la planète Uranus, qui a été découverte par un Anglais quelques années avant, et s'aperçoit qu'il y a des petites perturbations dans son orbite. Il postule que ces perturbations sont dues à un astre massif qui est derrière lui. Et grâce au calcul, il détermine quelles devraient être les caractéristiques de cet astre qui perturbe autant Uranus sur son orbite. Il pointe son télescope à l'endroit où il s'attend à trouver un astre, et que découvre-t-il? Eh ben, il découvre une nouvelle planète qu'il voudra lui-même nommer Le Verrier. Bon, on n'est pas toujours modeste, évidemment, en sciences. Elle finira par s'appeler Neptune. Et on dira souvent, donc ça c'est en 1850, que Le Verrier a découvert Neptune de la pointe de son stylo, grâce aux lois de Newton. C'est l'apogée des lois de Newton. On s'aperçoit que les lois de Newton permettent de résoudre tous les problèmes, et c'est un immense succès. C'est un tel succès que d'ailleurs Urbain Le Verrier, je vais vous refaire notre système solaire, applique aussi sa méthode à la planète Mercure, parce que la planète Mercure aussi a des petites irrégularités sur son orbite. Alors il va rechercher un astre perturbateur qui peut-être serait dans une orbite intérieure ici. Il la nomme déjà Vulcain. Vulcain parce qu'il doit faire très très chaud sur cette planète. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous, on ne trouve pas de planète Vulcain. Alors pour conclure sur cette vidéo, je vous fais remarquer que oui, en effet, Mercure a des petites irrégularités dans son mouvement que les lois de Newton ont du mal à expliquer, mais il faudra attendre un certain Einstein, non pas pour imaginer une planète Vulcain perturbatrice, mais pour y voir une faiblesse dans les lois de Newton. J'espère que dans notre chapitre sur Einstein, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vais quand même vous faire un petit coucou. Je suis ici dans mon bureau, vous voyez, je vous présente ma guitare qui est derrière moi. Je ne ferai pas des vidéos aussi longues sur tous les chapitres, mais je pense qu'ici, sur les satellites, c'est important parce que c'est un chapitre qui n'est pas facile et qui se prête bien au visuel. Je pense que pour la cinétique, on pourra avoir une méthode beaucoup plus légère pour traiter de ce chapitre. Voilà, essayez de faire les 2 exercices en auto-évaluation sur le satellite Pan de Saturne, et puis sur l'irrégularité de la gravité à la surface de la Terre. C'est très intéressant. Je mettrai dès demain, lundi 23 mars, la correction sur le site, et si vous le désirez, vous m'écrivez par mail, et puis si vous voulez une correction commentée, je la ferai avec plaisir.